Radio Passion Plus, la voix numéro 1 des femmes. Bonjour auditrices, auditeurs de Radio Passion Plus, la voix numéro 1 des femmes. Bienvenue à l'émission Les Grandes Interviews, une émission dédiée aux femmes et aux hommes fascinants et inspirants qui façonnent l'avenir avec des visions claires. Nous avons l'énorme plaisir de recevoir aujourd'hui une figure de la santé, Dr Emmanuel Ricard, délégué à la prévention et au dépistage à la Ligue nationale contre le cancer. Il nous parlera des méandres du cancer et aussi de la mission de la Ligue nationale contre le cancer, par le biais, bien sûr, de l'ONG La Colombe du Cavalier, partenaire de Radio Passion Plus. C'était au Salon des maires et des collectivités à Porte de Versailles à Paris. Radio Passion Plus. Emmanuel Ricard, porte-parole à la Ligue nationale contre le cancer, médecin de santé publique. La Ligue est une vieille association puisqu'on date de 1918, donc ça fait plus de 100 ans qu'on œuvre. On a 4 missions. On est connu pour la recherche de fonds et pour la question du financement de la recherche, puisqu'on est le premier financeur associatif privé de la recherche contre le cancer en France. Mais on a 3 autres missions: la prévention, l'accompagnement des malades, en particulier sur les soins de support, sur des commissions sociales. On a des lignes téléphoniques qui permettent d'avoir un accès à des psychologues, à des assistantes sociales, à des conseillers en matière d'emprunt, parce que l'un des problèmes souvent avec le cancer, c'est quand vous êtes atteint de cancer, les assurances vous demandent de payer des primes supplémentaires, et si vous voulez faire un emprunt pour votre maison ou pour votre entreprise ou quoi que ce soit, ils considèrent que vous êtes à risque pour eux. Donc on a un service qui essaie de négocier les prix les moins chers et qui essaye aussi de rappeler les cadres réglementaires qui sont qu'à partir de 5 ans, on ne peut plus exiger ça pour certains cancers puisqu'on considère que les gens sont guéris, donc ils rentrent dans le droit commun. Et puis la dernière chose, on est aussi une association de patients, donc on participe à la démocratie sanitaire, c'est-à-dire défendre dans les hôpitaux et les cliniques les intérêts des patients, ce qu'on appelle la médiation quand il y a des problèmes avec des usagers et les remonter aux directions. Et puis on participe, puisqu'on a plus de 450 représentants de ce type. On est le plus gros contributeur à France Asso Santé, l'association qui représente les usagers auprès du ministère. Voilà un peu nos actions. Alors on est présent dans chacun des départements, en général au niveau des préfectures et avec des antennes, mais c'est diversement réparti puisque tous les comités n'ont pas la même taille et le même nombre de salariés. Ça représente à peu près 600 salariés à l'échelle du territoire, et puis on a plus de 600 000 donateurs, et puis on a de l'ordre de 20 000 bénévoles qui œuvrent. En général, on est connu pour les actions qu'on fait sur les dépistages au moment d'Octobre Rose, pour le cancer du sein, au moment de Mars Bleu pour le cancer du côlon. Mais il y a aussi les questions de dépistage pour le cancer du col de l'utérus qui recommence à se redévelopper là en France. Donc c'est les 3 principaux dépistages pour lesquels on est actif. Et puis on a des actions de prévention qu'on essaie de monter dans les écoles, puisqu'on voit à peu près 80 000 élèves par an. On a un programme, puisqu'on a une convention avec l'Éducation nationale pour faire des écoles promotrices de santé dans 6 départements sur une recherche expérimentale avec le ministère de l'Éducation nationale. On voit comment mettre en place l'éducation à la santé avec les compétences psychosociales et les facteurs de risque contre le cancer, et le développement dans le projet d'établissement scolaire d'environnement favorable à la santé, en particulier des espaces sans tabac, puisque c'est bien de dire aux enfants qu'il ne faut pas fumer,
mais c'est mieux si devant les écoles on ne fume pas et si les enseignants respectent le fait de ne pas fumer dans l'établissement. On a la même chose sur les espaces ombragés, puisque de plus en plus on retire les arbres qu'il y avait sur les places et dans les écoles pour des raisons de sécurité. Il n'y a plus forcément de préaux. Or, on triple le nombre de cancers de la peau tous les 10 ans, et donc il y a un intérêt à reprendre ces questions-là, donc à remettre de l'ombre dans les écoles, à remettre de l'ombre sur les places. Et puis, on a un troisième projet qui s'appelle les rues scolaires, qui est d'essayer de limiter la circulation devant des écoles pour qu'il y ait moins de bruit, parce que quand il y a du bruit, les élèves travaillent pas bien, pour qu'il y ait moins de pollution atmosphérique, pour qu'il y ait plus de convivialité, parce que les mamans et les papas aiment bien discuter, et c'est comme ça qu'on peut comprendre la vie dans l'établissement, et puis pour qu'il y ait plus de sécurité, parce que souvent, s'il y a des voitures qui passent vite devant les écoles, les gens sont pas tranquilles et ils se dépêchent de s'en aller. C'est des actions qui, sans en avoir l'air, sont de la lutte contre le cancer. Et puis, on a aussi la formation d'associations, la formation de personnes qui travaillent dans les collectivités locales, d'où notre présence au Salon des maires aujourd'hui. Et puis, on a d'autres actions qui sont pour l'accompagnement des personnes malades. Accompagnement dans la mesure où il y a des choses qu'on ne sait pas assez. Il y a les traitements qui sont les traitements médicamenteux, mais il y a aussi faire de l'activité physique pendant les traitements, puisque ça diminue la fatigabilité et ça aide à mieux supporter les traitements. Et puis après, ça limite de l'ordre de 20% à 40% selon les types de cancers, cancer du sein, cancer du côlon, cancer de l'endomètre. Ça limite le risque de récidive. Donc c'est très important et aujourd'hui c'est considéré comme un soin au même titre que les chimiothérapies. On milite, puisque c'est aussi notre action pour des plaidoyers, d'où notre action au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale pour faire le remboursement par la sécurité sociale de cette activité physique. On devrait obtenir, là, puisque c'est les négociations en cours sur le programme de financement de la sécurité sociale, des expérimentations pour ça. Et puis on a la même chose sur les nitrites, pour les nitrites qui sont dans les charcuteries, parce que c'est la source de 4000 cancers par an. Et on trouve aberrant aujourd'hui qu'il y ait des aliments de charcuterie, le jambon, les saucisses, qui soient proposés sans nitrite, plus chers, alors qu'on sait que mettre des nitrites dans la charcuterie, c'est cancérogène. Et donc, on milite aussi pour ça. On avait eu un projet de loi, mais le ministère de l'Agriculture ne l'a pas suivi. Donc, on continue à se battre pour ce type de choses. On se bat aussi pour lutter contre les pénuries de médicaments, pour les corticoïdes, pour les antibiotiques, puisque les gens qui sont traités pour le cancer ont souvent des faiblesses immunitaires et que c'est important pour qu'ils puissent se défendre, qu'ils aient accès à ces traitements et qu'il n'y ait pas de pénurie dans les pharmacies. Voilà un petit peu nos actions. On a aussi des lignes téléphoniques. Donc, il y a des psychologues aussi dans un certain nombre de comités. Souvent, l'annonce d'un cancer, c'est un phénomène qui est déstabilisant. Donc, c'est important de pouvoir se faire accompagner, que ce soit les personnes malades ou leurs proches, parce que des fois, ils sont aussi touchés. Et puis, à côté, il y a aussi les aides sociales, parce que assez souvent, les gens peuvent perdre leur emploi à cause du cancer. Et donc, il y a des problèmes pour continuer à payer le loyer, pour l'alimentation, pour les enfants. Et donc, on a aussi des commissions sociales dans les comités. On a les soins socio-esthétiques, parce que quand vous êtes atteinte de cancer, il y a certaines chimiothérapies qui vous font perdre les cheveux, qui vous font perdre les ongles. Et donc, il y a des traitements qui peuvent exister pour la peau, pour les ongles, de façon à augmenter la résistance et faire aussi un peu des soins de bien-être, parce que souvent, l'image du corps, elle est complètement bouleversée. Et c'est bien un peu de se booster et de reprendre confiance en soi. Et puis, on a des consultations aussi dans certains comités en sexologie. Ça peut sembler bizarre, mais dans l'atteinte de l'image de soi et par rapport à certains traitements, il peut y avoir une dégradation des troubles de la perception de son corps, des changements de notre perception de notre désirabilité. Et c'est important. Et puis, chez les hommes, il peut y avoir des troubles, en particulier sur les interventions sur la prostate, des troubles de l'érection, et c'est important puisque ça fait partie de la vie. Et puis, ça fait partie des choses qu'aujourd'hui, on doit pouvoir soigner. Quel est le rapport concernant la prise du tabac et du café, etc. Il y a des choses sur lesquelles on sait clairement des relations. Le premier tueur sur le cancer, c'est le tabac. Le deuxième facteur de risque, c'est l'alcool. Les femmes ne savent pas assez que l'alcool,
c'est la première cause de cancer du sein. C'est de l'ordre de 8000 cancers du sein chaque année. Et que ce soit pour le tabac ou pour l'alcool, avant c'était des pratiques masculines. Et avec la libération de la femme, les femmes sont en train de prendre à nous, les hommes, nos mauvaises habitudes. Voilà. Donc, pour l'alcool, la recommandation, c'est de dire un verre, c'est déjà toxique, mais au maximum, puisqu'on sait que les gens peuvent boire, et dans certaines communautés, moi j'ai beaucoup travaillé avec les Congolais, voilà. Et on sait que la bière, c'est important dans les relations sociales et tout ça. Mais il faut quand même se dire que, au maximum, 2 verres par jour, pas tous les jours, et pas plus de 10 verres par semaine. Si vous êtes au-delà de ça, vous avez de gros risques sur les cancers. Après, il y a dans l'alimentation une alimentation trop grasse et trop sucrée. C'est facteur à la fois de cancer, mais aussi de maladies cardiovasculaires. C'est les 2 principales maladies aujourd'hui en France. Et puis derrière, il faut faire du sport, de l'activité physique. L'activité physique, c'est les courses, le ménage pour les hommes et les femmes. C'est aussi une façon de protéger sa santé parce qu'aujourd'hui, alors qu'on est conçu pour être des chasseurs-cueilleurs, on a pris l'habitude de passer notre temps dans des fauteuils ou allongés dans des canapés. Et ça, c'est pas très bon et notre cœur et nos cellules de défense, elles aiment pas trop. Donc, il faut réaugmenter notre activité physique. Puis après, il y a des facteurs environnementaux dans l'alimentation. Je disais les nitrites, donc ça c'est des additifs. Quand vous regardez la composition des aliments, il faut qu'il y ait le moins de E150, E151, E152. Les E, c'est des additifs, c'est pas bon pour la santé. Il y en a qui sont naturels, mais la plupart sont chimiques. Donc il faut essayer d'éviter ça. Et c'est quel nombre de E qu'on doit considérer? Le 149, le 150, le 151, le 152, c'est les nitrites. Mais vous avez des gens comme Yuka, des gens comme Foodwatch qui font des choses. Le dernier numéro de 60 millions de consommateurs est paru là-dessus. Vous avez l'application Yuka, elle est gratuite, vous la mettez sur votre téléphone, vous scannez et puis ils vous disent là si c'est quelque chose qui est bien ou s'il y a trop d'additifs, puisque eux ils l'ont intégré dans leurs algorithmes. Merci beaucoup Monsieur le Président. On espère vous trouver une autre fois parce que l'ONG et la radio souhaiteraient vraiment travailler avec vous. Sans souci. Merci. Radio Passion Plus, la voix numéro 1 des femmes.